Le colloque NPA Figaro se poursuit en direct sur le plateau de Décideur TV dédié à cette journée. On a le plaisir d'accueillir Sébastien Perron. Bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes directeur des partenariats de YouTube en France. Comment ça va YouTube en France? Comment ça se développe en termes de part de marché, d'audience? Ça continue à grossir? Ça continue à grossir, ouais. On est ravis de voir que ça continue à évoluer dans le bon sens. On a fait plus 60% de temps passé par rapport à l'année dernière. C'est ça le critère clé chez vous. C'est pas Ouais. tellement le nombre de vues, c'est vraiment le temps passé, un petit peu comme si ça se mesurait en télévision classique. En fait, c'est simplement que le nombre de vues est probablement un peu restrictif et qu'on regarde le temps passé parce que ça montre si les internautes sont intéressés ou pas par le contenu. Ouais. On regarde le temps passé comme on regarde l'engagement par les partages, les likes, les commentaires, etc. etc. Est-ce qu'il y a une règle? Parce qu'on entend souvent dire que sur Internet, il faut faire des vidéos d'1 minute 30, pas plus. Est-ce que vous observez ça ou est-ce que finalement des formats plus longs peuvent aussi exister? On voit qu'aujourd'hui, les formats longs ont aussi leur place sur YouTube. Par exemple, en gaming ou dans les tutoriels beauté, on a des vidéos qui font 20 à 30 minutes sans problème. Ça prend du temps d'être belle. Peut-être, je ne sais pas. Sur l'humour, c'est vrai qu'on a commencé avec des vidéos assez courtes. Aujourd'hui, vous avez des vidéos de 5 minutes, comme vous avez aussi des vidéos d'1 heure. Il y a Golden Moustache à travers un groupe qui s'appelle Les Suricates, qui est en train de lancer un film qui dure plus d'1 heure, qui va être mis en ligne sur YouTube. Donc on voit qu'il n'y a plus vraiment de durée standard finalement. D'accord. J'ai lu quelque part, je parle sous votre contrôle, que 5% des vidéos représentaient 95% de l'audience. Est-ce que c'est un chiffre aussi je ne suis pas particulièrement en mesure de confirmer, non. Aujourd'hui, on a énormément de richesse sur la plateforme YouTube. Pour vous donner un autre chiffre qui concerne la France, vous avez une cinquantaine de YouTubeurs qui ont plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui. Donc c'est des chiffres qui sont aujourd'hui assez massifs et dans plein de thématiques différentes. Est-ce que c'est des youtubeurs qui arrivent à en vivre du coup? Parce qu'on a vu aussi ce PewDiePie qui gagne des millions de dollars. Est-ce qu'en France, il y en a qui en vivent? Bien sûr, il y a des gens qui en vivent. Aujourd'hui, tout le monde ne vit pas que de YouTube, mais ça contribue aux revenus de beaucoup de partenaires. Je crois qu'on a 9 millions de créateurs en Europe qui gagnent des revenus, alors pas tous énormément. Le plus gros youtubeur en France, il gagne combien? Il faut lui demander à lui. Nous, évidemment, c'est des informations qui sont confidentielles. C'est au-delà du million, comme les stars mondiales? Il faudra lui demander. Si, je sais, mais c'est des informations qui sont... Non, mais sans dire qui c'est, en fait. Non, mais alors je peux vous dire qui est le plus gros youtubeur en France, parce qu'il y a des chiffres, c'est Cyprien. Ouais. Il faut demander à Cyprien. Exactement. Ouais, nous, c'est évidemment des informations qui sont confidentielles. Vous ouvrez un espace à Paris, comme ça a été le cas dans d'autres villes, à Londres, je crois, à Los Angeles. C'est le 7e, oui. C'est le 7e. Ouais. C'est quoi l'intérêt d'ouvrir des espaces physiques en fait pour YouTube? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on est essentiellement, on donne énormément de conseils aux créateurs en ligne, à travers notamment le guide du créateur, qui est consultable pour tout le monde et avoir des bonnes pratiques. Là, ça apporte un regard complémentaire puisque c'est un lieu physique, c'est un lieu gratuit pour les créateurs, qui est un lieu de collaboration pour eux, qui a vraiment 3 aspects, un studio physique avec fond vert, etc. Où ils peuvent d'ailleurs tester des nouvelles technologies comme le 360, puisqu'il y a des caméras sur place. Il y a un endroit qui sert à apprendre. On a des sessions de formation sur les bonnes pratiques YouTube, comme sur, par exemple, comment écrire sur le web avec le bon ton, etc. Et puis, il y a un dernier espace qui est vraiment fait pour échanger, en l'occurrence. C'est une espèce de brasserie reconstituée, finalement. Le but, c'est simplement qu'ils échangent, qu'ils aient des idées. Et comment est-ce qu'on accède à cet espace? Alors, c'est assez facile. En fait, sur la partie formation et sur la partie sociale, on va dire, il n'y a pas vraiment de critères. Il faut juste aller sur le site, c'est youtube.com/space, et puis voir ce qu'il y a de disponible et s'enregistrer. Et pour la partie studio, on a mis une limite à 1000 abonnés. Donc, il faut avoir au moins 1000 abonnés pour pouvoir tourner, ce qui est assez... et après, il y a un calendrier, tout ça. Exactement. Ouais. Vous parliez de 360, c'est intéressant parce qu'en effet, on commence à avoir des vidéos 360 sur YouTube aussi. Vous y croyez beaucoup à l'avenir de cette immersion?
En tout cas, je ne sais pas si vous avez testé vous-même Oui, le oui, 360, mais ouais. c'est assez impressionnant. Et puis on retrouve quelque part un peu notre âme d'enfant à se dire waouh, c'est quand même assez fou. On a vu en France des gens le tester, notamment France Télé à l'occasion de Roland Garros ou le LOSC, qui est le club de foot de Lille, qui a fait une vidéo. C'est vrai que le sport et la musique aussi avec des concerts se prêtent bien à ce genre de format. Et il y a plein de narrations à inventer, en l'occurrence vous sur allez 360. pousser ce format sans doute et on pourrait imaginer que des nouveaux Norman, Cyprien émergent en 360. Et aujourd'hui, c'est déjà disponible sur YouTube de manière native en quelque sorte. Il faut en effet que maintenant les ayants droit, les créateurs s'approprient cette technologie. Et comme je le disais tout à l'heure, le Space permet d'essayer les caméras. Donc on espère qu'il y a des choses qui vont sortir. Bon, ça c'est la tendance d'après-demain. La tendance d'aujourd'hui, c'est le mobile. En fait, une explosion aussi de la consommation vidéo sur mobile. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on continue à progresser en termes d'audience, et aussi et surtout même grâce au mobile, quand on dit mobile, c'est en réalité mobile et tablette, bien sûr. Ça dépend un peu des contenus finalement. Il y a des contenus typiquement pour les enfants qui sont dans le premier support à la tablette, d'autres c'est le mobile. Aujourd'hui, il y a 100% d'augmentation par rapport à l'année dernière sur mobile, du temps passé toujours. Et on voit aussi qu'il y a 40% d'augmentation de ce qu'on appelle les daily users, c'est-à-dire des gens qui viennent tous les jours sur la plateforme. Et la répartition entre ceux qui consomment des vidéos sur mobile, c'est-à-dire téléphone et tablette, et puis ceux qui sont sur l'ordinateur traditionnel. Ça dépend vraiment des contenus en réalité. Et en France, en moyenne, vous avez une répartition? On est la moyenne au sens... la moyenne est aux alentours de moitié-moitié. Moitié-moitié, environ. D'accord. Et le mobile devrait encore progresser, c'est ça votre analyse. Le lancement de RED aussi, le payant. Vous croyez donc à ce modèle payant chez YouTube. Comment est-ce que ça va coexister avec la partie... Alors, comment ça va coexister? C'est vraiment coexister qui est le bon terme en l'occurrence, puisque la partie gratuite ne change pas du tout. Ce qu'on voulait, c'est simplement donner davantage de choix à l'internaute en lui proposant, s'il le souhaite, de payer un forfait mensuel qui est de $10 aux États-Unis. Pour l'instant, ça a été sorti qu'aux États-Unis, pour accéder à la fois à 3 fonctionnalités finalement supplémentaires. Le fait de ne pas avoir de publicité, le fait de pouvoir mettre en cache du contenu pour pouvoir le visionner dans un avion, dans un train, dans un métro, et une fonctionnalité qu'on appelle background en anglais qui consiste simplement à continuer à écouter YouTube pendant que sur votre mobile vous allez voir vos mails ou vous allez sur Twitter ou autre. Et est-ce que le producteur, puisque vous êtes en charge des partenariats, celui qui va fabriquer le contenu, a le choix aussi d'être sur un mode RED, c'est-à-dire payant ou gratuit? En fait, l'objectif, si on se met du côté de l'utilisateur, bien sûr, c'est qu'il y ait autant de contenu sur YouTube gratuit que YouTube dans sa version RED. Et donc, quand vous mettez en ligne des vidéos, elles sont présentes dans les deux cas, pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver. Une dernière question, vous lancez aussi le gaming. C'est une offre qui vise à concurrencer l'acteur de référence en live qui est Twitch. Comment ça démarre? Pour l'instant, on vient juste de lancer dans certains pays, aux États-Unis et en Angleterre en l'occurrence. Pour l'instant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est la première destination gaming au monde aujourd'hui. Simplement, en parlant avec les créateurs, vu qu'ils attendaient davantage de nous sur la partie live. Vous étiez les premiers en replay, mais pas en live. Et là, le but, c'est d'essayer de revenir de leur proposer une fonctionnalité et une expérience live qui soit bien meilleure pour eux. Et les retours d'un point de vue qualitatif, parce que c'est encore trop tôt pour donner des chiffres, sont excellents de la part de nos créateurs. Mais au-delà du gaming, le live, c'est quelque chose auquel YouTube croit? Bien sûr. En tout cas, on met en place... là encore, des outils, on propose des outils, c'est notre métier, de proposer des outils à des ayants droit pour qu'ils puissent faire du live. Merci beaucoup Sébastien Perron. Merci à vous. D'avoir répondu à la question, à bientôt. Au revoir.